Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Alors, pareil, un truc absolument, je sais que ça va... Tout le monde va faire ça, à ne pas avoir chez soi, c'est une plaque à induction. Alors, on me parle toujours, vous allez corriger... Tout le monde a une plaque à induction. Oui, je sais bien. Mais les gens commencent à repartir vers la vitrocéramique ou le gaz, mais très souvent, on n'a pas le choix avec le gaz. Mais l'induction, tout le monde est très concerné par le compteur Linky. L'induction, c'est 15 000 fois pire que le Linky. Le Linky, on met 4 marbres dessus, boum, on n'en parle plus. Le boîtier Wi-Fi, on met 4 marbres dessus, point barre. Et donc les plaques à induction? C'est très très difficile. Et je le dis honnêtement, même avec les 4 marbres, on a encore quand même de la radiation qu'affectent nos cellules. C'est le seul, si vous voulez, instrument dans la maison qui a autant d'effets. Chers amis, bienvenue. Voici une nouvelle rencontre qui, à mon avis, risque d'être passionnante parce que le sujet que l'on va aborder, tout le monde va me dire « Mais oui, on connaît. Que nenni, bonnes gens, vous ne connaissez pas sous cet angle-là. » Et celle qui est invitée sur les canapés le maîtrise parfaitement. Anbou Meuplon. J'espère que je l'ai bien dit. C'est parfait. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. On va parler évidemment de votre expertise et on va parler de cette... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Certains disent que c'est une science millénaire. C'est une science millénaire. Littéralement, Vastu Shastra veut dire la science de l'habitat. La science de l'habitat. Et ça vient des Védas. Ouais. Donc, qui vous écoutez, c'est entre 5 et 10 000 ans. Ça remonte à 5 à 10 000 ans. Et ça fait partie du 4e Véda. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je parle un peu des Védas. Par exemple donc, il y a 4 Védas principaux qui ont été écrits par des rishis, donc des êtres éveillés, et qui, les 3 premiers Védas parlent de la nature, de notre véritable nature, la conscience. La nature de la conscience. Et le 4e Véda, ils ont évoqué l'état dans lequel humainement on pouvait se mettre pour y arriver. Donc vous avez très connu le yoga pour le mental, l'Ayurveda pour le corps et le Vastu Shastra pour l'habitat. Et c'est votre spécialité. Et le Vastu Shastra, c'est ma spécialité. Voilà. Alors évidemment, quand je disais que les gens vont réagir en disant « Ah, mais c'est du feng shui !» En fait, le Vastu est chez les Indiens ce que le feng shui est chez les Chinois. Alors, un petit peu plus complexe ça. Je dirais que en fait, le feng shui est dérivé du Vastu. C'est-à-dire qu'avec les courants bouddhistes, quand c'est devenu du feng shui. Ils ont pris, le bouddhisme a pris des concepts du Vastu en allant vers l'Est, c'est-à-dire vers le Japon, la Chine, etc. Et ils en ont fait le feng shui. Donc ça parle, le Vastu a beaucoup de principes. Le feng shui principalement a retenu un des principes et travaille sur ce principe qui est la circulation de l'énergie. Circulation d'énergie, ça veut dire que votre action au travers du Vastu, c'est l'harmonisation des lieux? Oui, en gros, c'est une harmonisation des lieux, c'est une sanctification des lieux. C'est-à-dire que pour moi, si je devais résumer le Vastu en quelques instants, et on pourrait s'arrêter là, mais il y a bien plus à dire, c'est que c'est un outil, comme beaucoup de choses, comme le yoga, comme l'Ayurveda, c'est un outil d'évolution de la conscience, c'est un outil pour progresser, dirons spirituellement, pour éveiller notre conscience, qui est absolument prodigieux. Habiter dans un endroit qui nous amène le sacré, pour moi le sacré c'est quoi? C'est l'expérience de la vérité de qui on est en permanence. Pour moi, dans un instant qui se passe où on a une révélation par rapport à notre véritable nature, on est dans le sacré. Et quand on construit quelque chose à base justement de Vastu, on explique que en général, on utilise le Vastu avant la construction. Alors ça peut, évidemment, c'est de l'architecture. Il s'appelle l'architecture sacrée. Ce que j'aime avec le Vastu, c'est que tout est corrigeable.
C'est-à-dire qu'on travaille avec des marbres, on travaille avec du cuivre, on travaille avec des mandalas, mais surtout des marbres et du cuivre. Et ce que ça va faire, c'est qu'on peut reconstruire un espace, on peut le redéfinir, si vous voulez, à des normes d'harmonisation qui sont en accord avec le Vastu et qui font une grande différence. Par exemple, des fois, rétablir... vous savez, maintenant, les constructions, on fait beaucoup de constructions en L, où à un moment, il y a le bâtiment principal, il y a une extension là, une extension là. Il y a des extensions, en suivant la giration, qui peuvent être de bon augure. Mais il y a des extensions qui ne le sont pas. Avec des cuivres, surtout avec des marbres, on peut rétablir cet équilibre. Donc oui, éventuellement, le mieux, c'est que vous achetez un terrain. D'abord, nettoyer le terrain. Et 2, la construction de la maison, la position de la maison sur le terrain, l'entrée de l'énergie sur le terrain, tout ça va avoir un impact extraordinaire sur le bien-être de la maison. Sauf que j'imagine qu'en France, si on va voir un cabinet d'architectes à qui on dit écoutez, moi je veux que ma maison soit construite avec l'énergie du Vastu. Eh bien, on va vous dire c'est très gentil, merci. À bientôt. À bientôt. Ouais, c'est ça. Alors, il y a quelques cabinets dans le sud de la France, dont un à Aix-en-Provence, qui commencent à le faire, parce qu'ils ont été étudiés avec des maîtres de Vastu en Inde. Donc, il y a quelques personnes qui commencent à le faire. Évidemment, pour tout ça, ils sont bien plus avancés que nous aux États-Unis. Donc, eux, ça commence déjà vraiment à être pas mal répandu, parce qu'il y a quand même des architectes qui ont envie de faire des projets, surtout en parlant de l'architecture verte, etc., qui ont envie d'aller jusqu'au bout de cette démarche, pas juste utiliser des matériaux qui sont bons pour l'environnement ou pour la personne, pas juste envie de travailler sur comment confondre les énergies électromagnétiques, si vous voulez, l'effet de ça sur nos cellules, qui ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout du processus, où mettre les éléments, où mettre quelle pièce par rapport aux éléments, comment répartir l'énergie, comment fluidifier l'énergie dans une maison pour qu'elle danse, pour que ce soit vibrant, pour que ce soit agréable pour la personne. Une énergie trop statique va nous empêcher d'avancer dans nos projets. Une énergie trop dynamique va faire qu'on est en conflit dans la maison, par exemple. Mais ça veut dire que les gens qui n'ont pas eu les bases du Vastu à la construction de la maison, ou éventuellement, une fois que c'est fait, on peut quand même remettre une énergie Vastu. 80% de mes clients, c'est des corrections. On va dire qu'ils ont déjà une maison, et moi, je vais corriger. Donc, 80% de la clientèle que j'ai aujourd'hui, c'est ça. Corriger, ça veut dire casser? Alors, non, pas du tout. Ça veut dire, c'est ce que j'aime aussi du Vastu. C'est qu'en fait, je ne vais pas vous demander de bouger des meubles, changer les couleurs du mur, etc. Évidemment, les couleurs ont une importance très importante. Quand je dis casser, c'est casser des murs ou réagencer la maison, quoi. Non, je ne vais pas réagencer votre maison. Je vais travailler juste avec des petits carrés de marbre d'1 centimètre cube. Et puis, je vais avec ça. Alors, pourquoi du marbre? Parce que du marbre, c'est un matériel qui est extrêmement diamagnétique. C'est-à-dire que, alors, il y a tout un processus où il faut aller le chercher. Là où je les achète, par exemple, c'est sorti du sol, c'est vérifié de la façon dont il sort du sol, etc., dont il est coupé. Il retient sa qualité diamagnétique. C'est-à-dire que quand je vais mettre 2 morceaux de marbre d'une certaine façon, de la façon dont ils sont sortis du sol, face à face, je vais créer une résistance. Tant que personne ne me les bouge, puis on rigole en Vastu, on dit l'ennemi numéro 1 du Vastu, c'est les femmes de ménage. Bon, donc il faut des cols costauds. Si on peut, on met au plafond. Tant qu'il y a cette résonance diamagnétique, vous allez avoir la correction qui reste en place. Tant que ça bouge pas, le Vastu va pas bouger. C'est complètement fascinant. Et donc le marbre est la matière, un des matériaux les plus... Oui, c'est pas le plus, mais le plus, on peut pas l'exploiter. Donc, on le fait pas. C'est la lave, on peut pas l'exploiter. Donc, c'est du marbre. Et on travaille avec des morceaux de marbre. Donc, ça veut dire que les gens qui ont un intérieur en marbre, par exemple, pas du tout, parce qu'on sait pas de la façon dont il est sorti. Eh oui. On sait pas de la façon dont il est sorti du sol. Donc, moi, si vous voulez, je peux le vérifier avec mes baguettes ou avec ce qu'on appelle l'antenne de l'échelle. C'est très vérifiable à partir de quel est si le sol lui-même, est-ce qu'il est à l'envers ou à l'endroit par rapport à la façon dont il est sorti, mais peu importe, c'est pas au bon endroit, c'est pas mis d'une façon... Alors ça peut aider par rapport au tellurique qui se passe en dessous, mais bon, en général, il est mal posé. Est-ce que ça peut avoir l'effet inverse? Ça peut, dans certains cas. Dans ce cas-là, il faut moi, je connais des gens qui ont un escalier en marbre. On peut se poser la question pour le coup. Oui, bien sûr, on peut se poser la question. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Alors, et quand vous avez
comment dirais-je, dans une cuisine, parfois vous avez des plans en marbre. Un plan de cuisine en marbre, ça aussi, ça peut jouer? Alors, ça touche pas le sol. Hein, donc, au niveau tellurique, ça va un peu moins vous impacter. Et puis, oui, en fait, il n'y a pas tellement de résonance par rapport à un comptoir en marbre. On parle vraiment par rapport s'il est posé au sol. Bon. Hein, les corrections, ça se fait beaucoup au niveau 0. Je le dis souvent, l'Internet, c'est super, ça permet de faire du stop. C'est-à-dire de se rencontrer plus tard sur la route. Et comme j'aime marcher ma parole, comme le disent les Indiens, eh bien c'est simple. Je vais vous rencontrer cette année, je vais faire une petite tournée avec ABC Talk TV et je vais pouvoir partager avec vous ces moments difficiles que nous traversons, se posant des questions mais aussi en s'ouvrant à des réponses différentes de celles habituellement données et ainsi porter la voix dans ce temps déraisonnable du cœur et de la créativité qui peut inspirer chacun quand il ose marcher dans le monde avec confiance. Il y a des thèmes très forts qui peuvent être portés, comme l'anxiété, bien sûr, quand on ne peut pas imaginer le futur, mais il y a aussi la famille qui est en train de changer, il y a ce chaos dans lequel on arrive. Tous ces thèmes, il y en a 6, eh bien, sont très différents, mais permettent à chaque groupe d'aller chercher son besoin. Et c'est dans cette dynamique étrange où rien n'est planifié d'avance que je vous attends avec joie, bien entendu. Alors on va voir, parce que en préparant l'émission, moi j'ai appris que le Vastu, il y avait des villes en Inde qui étaient entièrement construite. Mais bien sûr, puisque sur cette base-là. Quand vous regardez, alors le Veda dans lequel on parle du Vastu, c'est l'Atharva Veda. Quand vous regardez, c'est vraiment l'instruction absolue, comment construire des villes. C'est complètement ingénieux. Hein. C'est comment construire des villes, comment construire les temples, pour toujours amener à l'intérieur de soi. Le but principal, comme le yoga, comme l'Ayurveda, comme la médecine chinoise, comme tout ça, on peut revoir, c'est un outil pour amener à l'expérience du soi. Donc pour eux, la conception de l'arrivée de l'énergie dans une ville, la direction, les éléments, qu'on soit... Alors, il y a bien sûr les points cardinaux, mais tout aussi importants sont le nord-est, le sud-ouest, le nord-ouest et le sud-est. Tout aussi important. D'ailleurs, les éléments importants dans une maison vont être ces 4 points... Enfin, les 8 points cardinaux, évidemment, mais le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et le nord-ouest. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, évidemment. Avec grand plaisir. J'ai regardé plein de choses sur ça, parce que, évidemment, on a le raccourci immédiat du feng shui. C'est bien, honnêtement... C'est pas tout à fait pareil. D'ailleurs, quand on regarde la définition, je regardais, donc Vastu, science architecturale sacrée rigoureuse, avec un côté mode d'emploi de la maison. Et Feng Shui, art énergétique souple et symbolique qui ajuste et équilibre l'espace déjà existant. D'accord. Vous êtes d'accord avec ces deux définitions? Alors, les deux sont vraies, mais ne sont pas complètes. Disons que le Vastu inclut ce que vous venez de dire du Feng Shui. De la même façon que la géobiologie est inclue dans le Vastu. Exact. D'accord? Donc en fait, on va travailler avec le tellurique, avec bien sûr les lignes cosmiques, on va travailler les veines d'eau, une veine d'eau, ça s'appelle la géobiologie ou le Vastu ou le Feng Shui, il y a une veine d'eau dans une maison, c'est pas une bonne chose, il faut la corriger. Il y a un nœud tellurique sur votre lit, c'est-à-dire croisement de réseau, il faut le corriger. Vous n'allez pas dormir. Vous avez une cheminée cosmotellurique dans votre maison, en Vastu, que ce soit en Vastu ou en géobiologie, on va la corriger. C'est jamais une bonne chose dans une maison. Qu'elle soit, entre guillemets, positive ou négative, comme le considère la géobiologie sacrée. Mais ça, vous savez que ça c'est pas que c'est intéressant, c'est que ça peut rendre fou. Dans le sens où on se dit, tout le monde va rentrer, tous ceux qui ont une cheminée à la maison. Non, une cheminée tellurique. Ah, une cheminée tellurique, oui. Je croyais que c'était l'endroit de la cheminée. Non, je me suis dit, mon Dieu, il y a une cheminée. Ah, pardon. Vous avez le droit d'avoir une cheminée. Par contre, elle peut être au mauvais endroit. Mais oui. Et du coup, il faut ce qu'on appelle la neutraliser, etc. Parce que ça peut être un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit l'endroit dans la maison, une chambre, un bureau, une salle de bain, une cuisine, peu importe, on ne s'imagine pas à quel point et son emplacement, et son positionnement, a une importance significative. Oui, c'est absolument incroyable. Et rien que, des fois, ça peut être de changer un tout petit truc dans une maison. Par exemple,
quelque chose qui est absolument pas préconisé dans le Vastu, c'est d'avoir une salle de bain ou des toilettes dans un coin de la maison. Hein, c'est-à-dire vraiment dans un des coins. Pourquoi? Parce que c'est un élément. Parce qu'une salle de bain ou un toilette, typiquement, on ne va pas envoyer d'énergie. Pourquoi? Il y a des drains. Il y a des vortex. Les vortex, c'est des endroits où l'énergie va descendre. Ça va quitter la maison. D'accord? Par les drains. C'était ce système de spirale. Donc, en général, on fait ce qu'on appelle un petit rideau énergétique, c'est-à-dire avec des cuivres. On empêche l'énergie, ça y va, ça peut aller un peu, mais on empêche l'énergie d'aller dans cette pièce. C'est pas important, on n'y passe pas des tonnes de temps. Bon, il y a peut-être des gens qui en passent beaucoup, mais c'est pas un endroit très important. Donc, on va éviter soit l'énergie d'aller dans les toilettes. Par contre, si c'est dans un coin, il y a toujours un élément. On ne bloque absolument jamais le coin. Donc, ça va quand même créer un déséquilibre dans une maison. Alors après, avec des marbres, je fais remonter l'énergie des toilettes ou de la douche ou du bain, etc. Mais ça veut dire quoi, une énergie négative? C'est pas négatif. J'aime pas ce mot. Il n'y a pas d'énergie négative. Il y a des énergies qui sont... ça va enlever l'énergie, en fait. Ça va empêcher, ça va être... Au lieu de rester dans la maison, elle s'en va littéralement par les toilettes. Donc, ou la douche, ou le et donc ça, c'est valable pour les toilettes et la salle de bain. C'est ça. Pas dans un coin. Non. Il ne faut pas que la salle de bain soit dans un coin. C'est ça. Il ne faut pas que la salle de bain soit dans un coin parce que, comme typiquement, on bloque l'accès à une salle de bain ou à une toilette à cause de ces vortex, eh bien, on ne peut pas le faire quand la salle de bain est dans un coin puisqu'on bloquerait l'accès à cet élément dans la maison. Et du coup, on créerait un déséquilibre par rapport aux 5 éléments. Vous savez quoi? J'ai une salle de bain dans un coin. Va falloir que je vienne chez vous. J'ai une salle de bain dans un coin, dites donc. Ouais. Mais beaucoup, parce que les gens, c'est pratique, surtout dans un espace un peu réduit, c'est vachement pratique de mettre la salle de bain dans un coin. Par contre, une salle de bain, ça va très bien dans ce qu'on appelle une zone neutre, c'est-à-dire entre deux éléments. Donc, soit le pur sud, l'ouest, le nord ou l'est. Bon, évidemment, c'est mieux de ne pas être à l'est, c'est mieux... L'entrée, on dit toujours, parce que c'est très important aussi de suivre le cycle de la lumière. Donc une entrée, typiquement, la meilleure entrée qui soit, entre guillemets, en Vastu, c'est l'est. Vous rentrez avec le soleil levant. Donc vous avez aussi tout ce qui est très important dans une maison, c'est le sud-ouest. Par exemple, le sud-ouest dans une maison... Alors, avec une petite parenthèse, c'est que c'est le sud-ouest... l'agiration, je vais parler 2 minutes de l'agiration pour vous expliquer. On est en hémisphère nord. Normalement, la Terre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Dans l'hémisphère nord, l'inverse de l'hémisphère sud. Mais dans l'hémisphère nord, si par exemple on habite à moins de 2 ou 3 km de la mer, il y a des marais, ça affecte, du coup la maison se retrouve en hémisphère sud. C'est-à-dire que l'agiration, le terrain sous vos pieds, il tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre. Pareil, un pan de montagne. Vous êtes au pied d'un pan de montagne qui va vers l'ouest ou vers le sud, vous allez être en antigiratoire. Ça va... l'est et l'ouest ne changent jamais dans la giration, hein, dans l'hémisphère. On est d'accord? Ce qui change, c'est le nord et le sud. Eh bien, ça va s'inverser. Du coup, le point très important, par exemple, si on est en giratoire, que ce soit sur un terrain ou une maison, l'angle qui a absolument besoin d'être, le seul angle qui a besoin d'être à 90 degrés, c'est le sud-ouest. Parce que c'est ce qu'on appelle l'angle maître, c'est la colonne vertébrale. Et c'est typiquement l'endroit où, idéalement dans une maison ou dans un business, le boss doit être là. Donc les parents, c'est une chambre parentale, et dans un business, ça doit être le mieux, c'est le bureau du big boss. Hein, c'est vraiment l'endroit maître. Donc l'endroit spirituel, c'est le nord-est. D'accord? En antigiratoire, ça va être le sud-est, etc. La cuisine, c'est le sud-est parce que la cuisine, en giratoire, parce que c'est le feu. La cuisine, c'est ça. Voilà. À l'air, on va mettre dans l'air, donc le nord-ouest ou le sud-ouest en antigiratoire. Vous allez mettre typiquement, ça va être un truc bien pour tout ce qui est storage, une chambre d'amis, quelque chose par lequel on fait passer. On est dans l'air. Et vous avez le centre de la maison, qui est très, très important, qui s'appelle le Brahmastan, qui est la terre, qui est la reliance entre terre et ciel. Alors si Texturellement, merci, la maison n'est pas configurée de cette manière-là. Ouais. Est-ce qu'on peut agencer les choses sans passer par on peut une entreprise de travaux, quoi? Bien, tout à fait. On rétablit l'équilibre des éléments.
Ça, c'est possible. C'est-à-dire que je vais aller rajouter du feu, par exemple, si la cuisine... Alors, si la cuisine, elle est, par exemple, au nord-ouest, dans une maison, au lieu d'être au sud-est, ou même au sud-est au lieu d'être au nord-est, ou bref, si elle se trouve autre part là où elle devrait être, eh bien, on peut aller rétablir les éléments. On peut aller mettre du feu, on peut aller mettre de l'air, on peut aller mettre de l'eau. Et donc, quand je vous appelle l'angle mètre, c'est l'élément eau. Donc c'est la fluidité, c'est le jet, c'est la danse de l'énergie. Mais dites-moi, la maison chez vous, elle doit être au top. Ma maison, elle est au top. Vous avez toutes les bonnes énergies aux bons endroits. Oui. Oui, en plus, oui. Et je ne l'ai pas fait exprès. C'est pas une maison que j'ai construite. Ouais. Magnifique. Ouais. Alors, on va regarder quand même. Mais j'avais pas d'angle mètre sur le terrain. D'ailleurs, c'était un arc de cercle. Donc dans ces cas-là, il faut rétablir l'angle mètre. Et c'est bien un arc de cercle? Alors, la forme parfaite, c'est le cercle. Hein, au niveau de l'énergie qui circule, c'est le cercle. Mais après ça, la forme parfaite, ce qu'ils adorent le Vastu, tous les temples sont à peu près construits comme ça, c'est le carré. Parce que le carré, vous avez le cercle qui est dedans. Un rectangle, vous avez 2 cercles. Donc, etc., ça se multiplie. Ça a aussi à voir avec les proportions, etc. Mais on peut jouer avec tout. On peut travailler avec tout. On peut tout corriger. Et on peut améliorer. Bah oui, et je veux dire, comme je vous disais, la plupart des vastus que je fais sont des vastus qu'on appelle correctifs. Moi, j'adorerais bosser avec beaucoup plus d'architectes. Bah oui. Aux États-Unis, beaucoup plus. En France, on est un petit peu moins ouvert pour le moment. Bon, alors, voyons un petit peu qui vous êtes, parce que vous êtes effectivement cette spécialiste du Vastu aujourd'hui, parce que votre parcours de vie est juste incroyable aussi. Ouais. Vous êtes allé dans un ashram en Inde. Vous êtes resté 9 ans. Oui. C'était quoi, un pétage de plomb? C'était pas du tout un pétage de plomb. Moi, j'ai grandi très tôt en me demandant qui j'étais. Qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que j'étais venue faire sur cette planète Terre? Très très tôt, j'ai senti cet appel, je dirais du large, de l'intérieur, en tout cas, en me demandant qu'est-ce que je faisais là. Et moi, je suis quelqu'un qui a fait, qui a fait ma communion presque à mettre la honte à mes parents, tellement j'étais avec une ferveur, j'embrassais cette foi complète. Et puis bon, après ça a évolué, c'est de fil en aiguille à chercher. Je me suis intéressée au chamanisme, au soufisme beaucoup, qui est toujours quelque chose que j'adore. Et puis j'ai eu la chance d'aller en Inde très tôt. J'ai eu envie d'aller en Inde, et en Inde j'ai découvert ce que je cherchais. En fait, j'ai eu des réponses à ce que je cherchais. Et puis, j'ai commencé, j'ai eu l'opportunité. À partir de ce moment-là, j'avais plus envie de rien faire, mais de me consacrer, si vous voulez, à la recherche de cette qui j'étais, cette connaissance, cette foi. Et donc, je suis restée, 9 ans dans un ashram, à servir, à méditer, à chanter, à tout ce qu'on fait dans un ashram, à étudier, beaucoup les écritures indiennes, etc. Mais toujours avec un parcours d'avoir envie de savoir qui j'étais vraiment, de faire l'expérience surtout. Pas du tout. À un moment, c'est plus intellectuel, ça devient vraiment, on veut faire l'expérience de ça. Au bout de 9 ans, est-ce que vous avez la réponse? J'ai eu des réponses. Au bout de 9 ans, j'ai eu des réponses. Et puis un jour, je me suis réveillée, puis je me suis dit que oui, j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire, mais j'étais pas plus près de savoir qui vraiment j'étais. En tout cas, d'en faire l'expérience. J'avais une belle idée intellectuelle de qui j'étais. De qui j'étais pas surtout, mais je n'avais pas forcément fait l'expérience. Et je me suis réveillée en me disant, c'est peut-être pas... C'est fini. Pour moi, c'était fini. Et ça a été un passage assez difficile à me demander si... 9 ans, c'est un sacré parcours de vie, c'est toute ma vingtaine. C'était de remettre en question beaucoup de loyauté aussi, une énorme remise en question, de dépasser des croyances, des concepts que j'avais pris pour acquis. Et en fait, ça a été une énorme remise en question et je suis partie. J'ai quitté tout ça et je me suis retrouvée à Los Angeles, à l'inverse, aux antipodes. Aux antipodes de ce que j'avais vécu. Après du temps en Inde et puis en Amérique du Nord aussi quand même, dans cet ashram. Et là, ça a été un passage à vide assez intense. J'ai travaillé en production. On fait à Los Angeles. Et je me suis retrouvée
en fait, petit à petit, à relire des bouquins et découvrir l'Advaita. Donc, l'Advaita, c'est l'étude de la non-dualité. Hein, c'est absolument tout est un. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de bien, pas de mal, pas de méchant, pas de gentil. Il y a ce qui est. Et petit à petit, ça m'a remis dans un... Je dirais pas une croyance, mais quelque chose qui me correspondait beaucoup plus. Et puis, je suis repartie en Inde étudier ça. Et j'ai rencontré là vraiment des maîtres qui étaient encore vivants, qui enseignaient l'Advaita. J'ai rencontré beaucoup de maîtres. J'ai passé beaucoup de temps en Inde, mais en vivant à nouveau, entre guillemets, dans le monde, avec un job, avec tout ça. Et j'ai fait des allers-retours. Je suis allée dans l'architecture d'intérieur. Et puis, à travers ça, je dirais qu'au fur et à mesure où la conscience ou l'énergie, ou on l'appelle comme on veut, en tout cas au fur et à mesure de mon évolution, le ressenti s'est fait de plus en plus subtil. Et donc en travaillant sur des projets en architecture d'intérieur, je faisais abattre des murs, puis chanter, j'avais fait une connerie totale. Mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Et c'est comme ça que, si vous voulez, mon parcours de me dire, d'arriver à cette architecture sacrée, toujours avec de toute façon l'envie de créer des intérieurs qui ressemblaient aux gens. J'ai jamais eu de portfolio. Quand les gens me disaient montrez-nous ce que ça peut donner, je disais non, je vais vous montrer. Si vous voulez du handbou, ça va tout être indien ou très ethnique. Donc je les faisais parler, je leur demandais, puis ça a très bien marché. Les gens, en fait, ont beaucoup aimé être entendus, en fait. Et ça a vraiment démarré comme ça, où il y a eu des moments, en travaillant avec... où j'ai senti que j'avais désharmonisé quelque chose, j'avais complètement... Alors oui, visuellement, très beau, hein, l'espace était ouvert, il y avait plus de lumière qui rentrait, c'était plus fluide même au niveau physique de passer, mais je sentais que j'avais déséquilibré quelque chose de profond. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, j'ai fait venir des gens au départ, parce que j'avais absolument aucune intention de le faire moi-même. J'aimais beaucoup ce que je faisais, donc j'ai commencé à faire venir des gens qui faisaient de la géobiologie. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup, je pense que ça va être un fléau énorme pour les gens dans le futur, les ondes électromagnétiques, quand la 5G est arrivée, enfin la 3G déjà quand j'ai commencé, la 4G, la 5G maintenant, on n'est qu'au début. Et comme je m'intéresse toujours à la thérapie du son et la thérapie de fréquence, quand on pense un son qui guérit, on est autour de 285 Hz, mégahertz, ou moins, ça dépend la sensibilité des gens, et qu'on se fait bombarder par du 4000 ou 5000 mégahertz en permanence, effectivement, pour moi, l'importance, l'urgence d'habiter dans un habitat qui nous protège aussi de l'électromagnétisme, ça va être quelque chose de très, très important dans les années à venir. Ça, j'en suis convaincue. C'est toujours très controversé, cette histoire de 5G. Hein. Je sais. Mais toujours très difficile de se positionner là-dessus. J'entends, je suis d'accord. Mais j'ai vu des gens sur lequel la 5G avait un effet, sur la 5G, la 4G, il y a des gens qui sont même sensibles à la 3G, mais cette fréquence est controversée. Je le comprends bien. Mais c'est indéniable. En tout cas, on sent bien que votre parcours, vous êtes habité. Oui, sans mauvais jeu de mots, en plus. Hein. Voilà. Non, mais elle est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Bon. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vraiment un chemin de vie, passion, qui vous a happé complètement. Ouais. Hein, non, totalement. Totalement. Alors, j'ai regardé et j'ai cherché, évidemment, sur le Vastu. D'abord, je suis tombé sur ces formes-là qu'on voit partout. Ouais. Et avec... c'est Bouddha qui est au centre ? Non. Ça s'appelle... Alors, lui, c'est ce qu'on appelle le Vastu Purusha. Donc, Purusha, c'est un être. Et en fait, alors il y a une légende derrière ça. Le Purusha, c'est en fait, dans toutes les lores indiennes, le Purusha, c'est quelqu'un qui s'est battu avec Shiva, hein, le dieu Dieu suprême, si vous voulez, et qui était un démon. Et qui a voulu, comme tous les démons, c'est toujours l'histoire absolument millénaire, qui est la lutte de la lumière contre le mal, entre guillemets, etc. Et en fait, le Purusha était un démon qui a voulu se battre, en gros, hein, je vous résume, qui a voulu se battre contre Shiva, contre l'Éternel, et bien sûr, il a perdu. Et
quand il s'est rendu à Shiva, il a dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et Shiva lui a dit « Tu peux protéger les gens dans leur habitat. Tu peux, entre guillemets, manger les inaptitudes des êtres qui habitent dans ces maisons, les problèmes, etc. Tu vas pouvoir aider l'humanité, les êtres, en mangeant, et c'est un peu, on dirait, ce qui fait tête contre la terre, à se dire, il est dans cette position éternelle. Donc, quand vous avez une maison en rectangle, eh bien sûr, il faut ajuster, etc. Il y a des techniques pour ça. Et c'est, si vous voulez, celui qui s'occupe de cette harmonisation. Donc, évidemment, on travaille avec le Purusha, on peut l'invoquer quand on travaille, etc. Mais ce que vous voyez là, c'est, il est placé au niveau des éléments. Vous voyez le cosmos au nord-est, le feu au sud-est, est-sud-est. Vous avez, alors, là, vous voyez une ancienne façon de regarder le Vastu, qui était que la Terre était au sud-ouest. En fait, la Terre, très, très traditionnellement, dans les premières écritures, elle est au centre. Hein, et c'est le Brahmastan. Vous avez l'eau au sud-ouest et vous avez l'air au nord-ouest. Tout ça, c'est réagi par des divinités, par... les 8 directions sont régies par des divinités, sont même régies plus que 8 directions. Après, on peut couper en 16, en 32, enfin, etc. À chaque fois, il y a une impression, une divinité qui est... Alors, on ne rentre pas dans tout ça, c'est très... Mais il est toujours positionné de la même manière. Alors, si on est en hémisphère nord, il a la tête au nord-est. S'il est en hémisphère sud, sa tête bascule au sud-est. Mais de toute façon, il est comme ça. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle les chakras de l'habitat, puisque les points marma. Et les chakras de l'habitat, il y en a 9. Vous en voyez 7, mais il y en a 9 parce qu'il y a 2 points pour les épaules et 2 points pour les genoux. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes chakras que nous, à part le cœur, le plexus et la tête. Donc, mais pas tout à fait, c'est pas... Et ça, c'est un outil dont vous vous servez? Tout à fait. Ça fait partie... Alors voilà, que je vous explique un peu. Le Vastu a 3 branches principales. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le structurel. Le structurel, c'est énorme. Je dirais que c'est l'étude principale du Vastu. On va travailler sur le structurel. Parce qu'il y a la gération du terrain qui est importante, qui est dans les textes primaires du Vastu, très important. Vous allez avoir la cardinalité, c'est-à-dire quand vous vous trouvez à votre porte d'entrée, vous mettez votre compas, on est dans quelle direction? Et la direction, non seulement cette direction, mais est-ce que je suis, par exemple, on va dire que je suis plein nord. Mon compas me montre que je suis à peu près à 8 degrés au nord. Hein. Donc, ça m'indique 8 degrés. Bon, entre 0 et 8, 10, on peut considérer qu'on est on rentre dans un lieu très statique. Hein. Le plus on se rapproche de la cardinalité, on va être dans un lieu statique. À partir de 12-15, on commence à être dans un lieu dynamique. Alors, et c'est là où ça devient intéressant parce que c'est complètement personnel à la personne. Il y a des personnes à 15, wow, c'est assez de dynamisme. Il y a des personnes à 27, commence un peu à bouger. Donc il faut quand même adapter en fonction des gens qui sont à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que le positionnement du Vastu est différent de celui qui habite la maison. Il est essentiel. Et dans le Vastu ancien, et encore maintenant, si vous voulez, la personne principale qui affecte l'espace, c'est celui qui est écrit sur le cadastre, sur le territoire de propriété. Quand on loue une maison, quand on est un locataire, on peut le faire aussi. Moi, je fais beaucoup de locations, parce que les gens ont envie de vivre bien tant qu'ils sont dans cette maison. C'est celui qui est sur le bail, c'est-à-dire le loueur, qui va avoir un impact sur cette maison. Mais par exemple, moi, je loue une maison, ça ne se passe pas très bien, vous venez après moi, vous relouez l'espace, c'est un espace qui peut vous être très, très positif. Oui, c'est ça, ouais. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'habitant est important. Ça, c'est indéniable. Et en fait, ce qui va se passer avec le Vastu, c'est que la vibration de la maison, en s'équilibrant, on va monter à un tel niveau qu'il y a une importance à la vibration. On ne choisit pas sa maison par hasard, ça, on l'entend, on l'a entendu plein de fois. Oui, cette maison m'a choisi. Oui, mais en fait, c'est vous qui avez choisi la maison. Parce que ce que vous avez envie d'apprendre, c'est nous qui allons vers une maison. Et on a des maisons, n'a aucun sens, mais on a un coup de cœur. Bon, c'est pas ce qu'on cherchait. Combien de fois j'ai entendu des gens, écoutez, c'est pas du tout ce que je cherchais, j'avais envie de ça. Je suis rentré dans cette maison, c'était celle-là. Donc, ça arrive. Non, alors, bien sûr, c'est une rencontre, comme tout, mais c'est des impressions. C'est quelque chose où
inconsciemment, on sait qu'on est appelé par cette maison quelque chose où on va apprendre, quelque chose qui va nous faire grandir. Parce que c'est un habitacle vivant. Une maison, c'est vivant. Alors vous avez le structurel, vous avez la position de la maison sur le terrain, la forme de la maison, la forme du terrain. Par exemple, vous entrez sur un terrain, il y a ce qu'on appelle la forme de lion et la forme de vache. Vaut mieux que vous soyez dans une forme de vache. C'est beaucoup de bien. Si c'est une forme de lion, il faut la corriger. Ce que ça veut dire, c'est que vous rentrez, l'entrée du terrain ou de la maison est plus étroit que le fond du terrain. C'est-à-dire que vous avez un terrain qui s'ouvre. Qui s'élargit. Quand vous avez un terrain où l'entrée est plus large et vous partez comme dans un entonnoir, vous avez une forme de lion, vous avez quelque chose d'oppressant. Donc ça, il faut le corriger. Il faut couper le terrain avec des marbres, il faut réorganiser le terrain. Donc c'est quelque chose de très complexe. Après, si par exemple on est sur un terrain giratoire, eh ben, c'est mieux d'avoir plus de terrain au nord et la maison plus au sud, surtout le sud-ouest. Si vous avez... Voilà. Après, il y a les piscines. Faut jamais que les piscines soient trop proches d'un habitat. C'est encore une dépression d'énergie énorme. Vous avez fait un trou. Mais les piscines qui sont dans les maisons, on n'en parle même pas. C'est une horreur totale. Mais ça se corrige. Mais quel que soit le positionnement de la piscine ? Une horreur totale, je confirme. Je confirme. Vous avez une maison. Non, j'ai pas. Non, j'aimerais bien. Non, mais alors maintenant que vous me dites, non, il faut pas. Non, il faut absolument pas une piscine dans une maison. Alors, j'en ai fait des maisons où il y avait des piscines. Il y a plein des gens qui ont des piscines. Oui. Puis en plus au sous-sol. Donc j'en ai fait. Bon, c'est particulier. Et vous avez des gens qui ont des piscines intérieures-extérieures. Oui. C'est la même piscine, mais qui donne et à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. C'est un peu compliqué, mais ça se corrige. Ça se corrige. Donc après, c'est comme tout. Il y a le micro, le macro. On va privilégier le macro, ce qui va faire le plus de bien au plus grand nombre de choses dans une maison. Une piscine, c'est jamais une bonne idée dans une maison. On peut les corriger, on peut totalement le corriger quand c'est à côté, quand c'est dans le terrain, si c'est trop près. Puis il y en a qui sont collés à la maison, donc on sort, on peut rentrer à la piscine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut éviter dans une maison ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à éviter dans une maison ? Des escaliers sans contre-marche. Une très mauvaise chose. Vous avez un étage, il y a des escaliers qui n'ont pas de contre-marche, qui sont ouverts. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de rambarde qui le tient. Pour faire monter l'énergie là-haut, c'est un sacré truc. Ça, c'est toutes les maisons un peu de nouvelles architectes, design, elles sont toutes comme ça. Toutes comme ça. Et alors, moi, j'ai travaillé avec un architecte en lui disant qu'il fallait mettre absolument des contre-marges. Je comprends rien à la créativité, bien sûr. Donc, mais je trouve que ça, c'est un challenge intéressant pour les architectes. C'est comment continuer à faire du beau avec des choses avec des contraintes, entre guillemets, mais qui n'ont pas à être à des contraintes. Jamais mettre un escalier au milieu d'une maison. Combien de fois j'arrive, l'escalier en colimaçon magnifique, énorme, pas de contre-marche, que des rambardes ouvertes et au milieu de la maison. Là, on est... Là, c'est pas bon. Là, faut jouer pour faire circuler l'énergie d'une autre façon. Mais de toute façon, rien n'est figé. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez réadapter... toutes les vibrations. Sans que ce soit la cata. On peut tout corriger. On peut tout réorganiser. On peut réorganiser l'espace. C'est une catastrophe quand vous faites rien, ça c'est sûr. Mais il y a des gens qui me disent, je me sens bien en bas, mais en haut, je me sens pas bien du tout. C'est normal, il n'y a pas d'énergie qui monte. Puisque vous avez tout ouvert. Les fenêtres et les ouvertures. Alors, les fenêtres, c'est OK. Par contre, les portes-fenêtres, ça peut être quelque chose qu'il faut, entre guillemets, si vous voulez, ce qu'on va faire, on va créer un mur devant, un mur énergétique, parce qu'autrement, ça s'en va dans tous les coins. Mais les baies vitrées. Oui, les baies vitrées, c'est une façon que l'énergie peut s'en aller. Donc, ce que je vais faire, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un mur énergétique, parce que comme ça, c'est comme s'il y avait un mur, donc il n'y a pas de porte. Vous pouvez continuer vos habitudes de rentrer par la porte-fenêtre, tout ça. Il faut que l'énergie, elle ait une façon de bouger qui lui est indiquée. Et là, ça va être des cuivres, ça va être avec des petits morceaux de cuivre, on va lui indiquer, tiens, va là, va pas là, va là, va pas là. Voilà, et ça commence à danser et ne sort pas dans le jardin par cette porte parce que reste dans la maison. Il y a une énergie qui est dans le terrain et il y a cette énergie où on veut garder l'énergie dans le terrain. Les appartements, alors, pareil, un truc absolument, je sais que ça va... Tout le monde va faire ça, à ne pas avoir chez soi. Dites-nous. C'est une plaque à induction. Alors, on parle toujours... Vous allez tout le monde a une plaque à induction. Oui, je sais bien. Mais les gens commencent à repartir vers la vitrocéramique ou le gaz. Mais très souvent, on n'a pas le choix avec le gaz. Mais l'induction, tout le monde est très concerné par le compteur Linky.
L'induction, c'est 15 000 fois pire que le Linky. Le Linky, on met 4 marbles dessus, boum, on n'en parle plus. Le boîtier Wi-Fi, on met 4 marques dessus, point barre. Et donc les plaques à induction? C'est très très difficile. Et je le dis honnêtement, même avec les 4 marbres, on a encore quand même de la radiation qu'affectent nos cellules. C'est le seul, si vous voulez, instrument dans la maison qui a autant d'effets. Donc il vaut mieux un piano à gaz classique. Ça fait rien du tout. Fait rien du tout. Par contre, une plaque à induction, il y a quand même d'autres choses maintenant avec lesquelles je travaille, notamment une compagnie ukrainienne qui a créé un petit appareil qu'on branche dans une prise. Et ça, à ce jour, j'en ai utilisé plusieurs, j'en ai testé plusieurs. C'est la seule chose qui bloque les ondes de... Donc, c'est vrai que les plaques à induction, les cuisines modernes, là où il faut que rien ne dépasse. C'est ça. Vous avez effectivement, par exemple, comment on appelle ça, moi j'appelle ça un desk, là, mais vous savez, c'est les grandes plaques en marbre. Ouais. Incrustées à l'intérieur, la plaque à induction qui est magnifique parce qu'on est dans le prolongement. On voit rien, sauf quand on appuie sur le bouton, hop là, tout est magnifique, mais non. C'est catastrophe au niveau en tout cas, au niveau de ce qu'on se prend. Ouais, rayonnement. Au niveau du rayonnement. Et controversé ou pas, ça finit par avoir un effet. Ça finit par avoir un effet sur nous. Dans la chambre, qu'est-ce qu'on évite total? D'utiliser le téléphone cellulaire en s'endormant. Ouais. La télé. Ouais. Le boîtier Wi-Fi. Puis des couleurs trop fortes. On ne dort pas dans du noir, on ne dort pas dans du rouge. On ne dort pas dans du orange. Mais ça. Ouais. Non, mais attendez. Ouais. On m'a dit des choses de l'inverse. Ouais, je sais. Sur l'énergie des couleurs, par exemple. Mais c'est très important. On me dit notamment que vous pouvez effectivement connaître la couleur dont vous avez besoin à l'instant où vous posez la question. D'accord? Qui va déterminer votre couleur totem, par exemple. Bon. Et là, on se dit, tiens, si votre couleur totem, c'est le rouge, dans la chambre, mettez du rouge. Ouais, pour moi, c'est une hérésie totale. Oh là là, mon Dieu. Moi, on dort dans du vert, on dort dans du bleu, peut-être. On dort dans du crème, du beige, tout ce que vous voulez. On dort pas dans du rouge. Le rouge, c'est la peur. Le noir, c'est l'absence de vie. On se régénère quand on dort. On dort pas dans du noir et du rouge. On dort pas dans du gris. C'est des questions de mode, c'est des questions où les gens... C'est des couleurs. La couleur en vase tout a une importance capitale. Vous avez le vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Le bleu, c'est la couleur du divin. De la divinité, de l'expression de la divinité. Le blanc, c'est l'absence de toute couleur, mais c'est la couleur de la conscience, de la pureté, tout ce que vous voulez. Il faut faire très attention. C'est pour ça que, alors je vais être un peu provocant, je vois de temps en temps dans les cuisines, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, il y a des gens qui ont un vert flashy. Ouais. Vous en voyez beaucoup, oui, des cuisines avec un verre. C'est d'une laideur, pardon. Hein, tout est une question de goût. Après, effectivement, chacun... c'est la grande mode. Le vert forestier, là, le vert qui brille bien. Bon, ça, c'est des questions de goût. C'est pas une horreur. C'est pas d'accord. Non, le flashy, il ne faut pas confondre le flashy avec la vibration de la couleur elle-même. D'accord. Que vous ayez un rouge ou un orange qui soit mat ou un orange qui soit bien flashy, c'est pas du tout... La vibration est la même. C'est pas la matière qui va changer et qui va affecter, c'est vraiment la vibration de la couleur. Par contre, vous avez un orange un peu plus terracotta, vous allez avoir un effet complètement différent qu'un orange comme ici. On était dans la chambre. Évidemment, là aussi, j'ai entendu tout et son contraire. Positionnement du lit. Tête au nord, pas tête au nord. Ça aussi, j'ai entendu des gens qui me disent « mais non, mais c'est n'importe quoi »,« mais oui, mais c'est important ». Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Que dit le Vastou là-dessus? Alors, c'est important. Moi, je recommande jamais de mettre la tête au nord, sauf si vous êtes quelqu'un qui travaille de nuit et qui doit dormir pendant la journée. Toutes les heures ont une importance. Donc, le nord, l'énergie du nord, c'est une énergie de nuit, mais qui peut vous garder éveillé, qui peut vous empêcher de vous réveiller le matin, etc. Évidemment, moi, je dors depuis des années avec la tête à l'est. C'est ce qui me convient le mieux. Mais il y a des gens pour qui c'est mieux le sud ou l'ouest. Il y a pas vraiment d'empêchement. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de feng shui qui, pendant longtemps, ont dit qu'il fallait dormir avec la tête au nord. Non, pour moi, absolument pas. Et je dirais d'un point de vue du Vastu. Et alors ça, c'est la seule chose où, par contre, parfois, quand je suis allée chez des gens, j'ai vraiment dit changer. Les gens ne dormaient pas. J'ai juste dit changer de direction de lit.
Alors des fois, il y a un nœud tellurique, évidemment, et ça, je dirais que quand les gens n'ont pas de problème de santé, hein, ou pour les femmes, ne sont pas en ménopause, ou des grands changements hormonaux, les problèmes de sommeil vont totalement changer. Si vous avez un nœud tellurique sur votre tête d'oreiller, par exemple, vous êtes sûr que vous dormez pas. Et puis c'est ce qu'on peut aussi appeler des gros problèmes. Moi, j'ai fait une maison chez des gens qui, chaque habitant avait eu le cancer dans cette maison. Sur le lit, il y avait un nœud tellurique. Et des fois, on appelle ça des maisons cancer. C'est-à-dire que chaque personne qui va venir habiter là, il y a un nœud sur le lit. Quand on passe trop de temps, et normalement au lit, on passe 6 à 8 heures par jour, si plus, c'est un problème, ça vous affecte. Donc après, on peut dire c'est pas ça qu'a causé, bon, très bien, comme on appelle, il y a des maisons à divorce, tout se questionne, tout s'expérimente. Il y a des maisons qui ne se vendent pas parce qu'il s'est passé des trucs particuliers, on est bien d'accord. Alors ça, c'est la deuxième, on parlait de la premier point du Vastu, qui est le structurel, qui est très important, ça se remet bien en place. Il y a une deuxième lecture qu'on fait quand on arrive dans un lieu, c'est la lecture émotionnelle, c'est la mémoire des murs. Et là, je dirais, pour moi, pourquoi c'est évident que tout le monde devrait faire du Vastu, c'est que quand vous rentrez dans une maison, que ce soit une maison louée, une maison que vous avez faite, même avant de commencer des constructions, il faudrait nettoyer le terrain. Il se passait des choses sur ce terrain. Cet été aux États-Unis, j'ai fait un terrain où il y a eu beaucoup de batailles avec les Indiens d'Amérique. C'était un carnage sur ce terrain. Bon, il y avait déjà 3 maisons construites, ce n'était que du conflit. On a fait ça a été formidable, la transformation. J'avais même pas encore touché les maisons. Chez les gens, transformation ? Transformation totale, par rapport à rien que d'avoir travaillé sur le terrain. Donc, il y a une mémoire cellulaire, comme notre corps a une mémoire cellulaire. On peut faire beaucoup de travail sur nous-mêmes. Tant que ça reste dans le corps, il y aura des choses qui vont venir nous rechercher. Il y aura des hameçons, comme on dit, qui vont venir nous rattraper. Nous harponner. C'est la même chose avec une maison. Vous rentrez dans une maison, le minimum, c'est que vous devriez faire un nettoyage énergétique. Vous faites bien un nettoyage complet, vous n'avez pas aimé comment les gens nettoient, etc. Vous allez ouvrir les tiroirs, les placards de la cuisine, vous allez faire un nettoyage d'eau de javel, ce que vous voulez, du vinaigre blanc, du carbonate de soude, tout ce qu'on veut, mais vous allez vouloir vous l'approprier au niveau de la propreté. Il faut se l'approprier au niveau énergétique. Alors, par exemple, quand on parlait notamment de le lit, par exemple, dans la chambre, j'entends dire aussi que, entre l'histoire... la tête au nord ou pas, mais j'entends dire aussi qu'il ne faut jamais positionner nos pieds, dans le prolongement de la porte. C'est pas bon. C'est vrai ou c'est faux, ça ? Alors, c'est pas... Alors oui, parce qu'on dit que vous perdez de l'énergie par vos pieds, d'accord ? D'où l'importance de s'ancrer, etc., et de savoir fermer à ce niveau-là. Et voire même, moi j'ai entendu dire, sortir les pieds devant. Les fameuses expressions, sortir les pieds devant. Mais... Qui est glauque, quand même. Oui. Mais c'est pas que les pieds. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les flux transfixants. C'est-à-dire aussi des flux qui vont... par exemple, votre maison, votre habitat, c'est la même chose pour une chambre, c'est la même chose pour tout. Avoir quelque chose d'important, quand vous ouvrez la porte et que vous êtes en face du lit, que ce soit de côté ou les pieds, les pieds ils font face, vous avez ce qu'on appelle un flux frappant. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais soit mettre un miroir, je vais faire rentrer l'énergie dans la chambre, mais tout de suite avant le lit, je vais mettre un miroir pour que l'énergie soit déviée. Mais on m'a dit l'inverse. D'accord. J'entends bien. J'entends bien. On m'a dit l'inverse. J'entends pas bien. De miroir dans une chambre. Si, pas en face du lit. Jamais en face du lit. Vous avez raison. Ce que vous l'avez entendu, mais vous n'avez pas entendu l'information complète. C'est-à-dire qu'on ne mettra jamais un miroir en face d'un lit, jamais en face d'une porte d'entrée. Si par exemple, ici... vous avez parfois, vous avez les armoires avec une horreur. Et le lit en face. C'est une horreur. Donc soit on met... Parce que le miroir, il happe. Enfin, vous voyez, quand vous avez un miroir en face de vous, quelque part, votre image, elle est happée, et ça vous renvoie à une image. Donc en fait, vous êtes là, c'est sans arrêt, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas être... Vous êtes sans arrêt dans cette... Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de possibilité de repos. Quelque chose est en permanence, vous est renvoyé. Vous imaginez si vous avez des entités dans la chambre. D'accord ? Si votre chambre elle est un peu occupée, s'il y a des mémoires trop fortes. C'est tout ça, vous le prenez
plein Donc, visage. on peut mettre un truc devant? Alors, vous pouvez mettre un truc devant, et puis bon, avec des cuivres, je peux changer ça. Avec des cuivres, je peux neutraliser. C'est jamais aussi fort que de le virer ou de mettre quelque chose devant. Et ça peut être que pour dormir, vous mettez des choses devant. Donc la position du lit, jamais quand à l'ouverture de la porte, il ne faut pas qu'il soit dans l'axe. Il ne faut pas qu'il soit dans l'axe de la porte. C'est ce qu'on appelle un flux frappant. C'est comme quand on rentre, combien de gens, on rentre, ils ont un joli hall d'entrée, il y a un miroir juste en face de la porte d'entrée. Ça, c'est la seule chose où là, je vais vraiment insister qu'on l'enlève. Mettez un tableau, changez la place du miroir, parce que toute l'énergie qu'on fait rentrer dans la maison, mais elle sort automatiquement. Donc le miroir va réfléchir l'énergie, ce qui lui est donné. C'est la même chose pour l'énergie. Donc vous avez un miroir en face d'une porte d'entrée, c'est mauvais. Même en face d'une porte de pièce, vous enlevez l'énergie. Vous renvoyez l'énergie. J'ai des gens qui ont un grand couloir et qui ont des chambres, mais il y a le grand couloir, au fond, ils ont mis le miroir pour se regarder quand ils s'habillent et tout. C'est très difficile de faire venir l'énergie dans les chambres, puisque le miroir va renvoyer toute l'énergie. Donc, après, il y a toujours des solutions. Puis c'est extraordinaire, parce que comme je vous dis vraiment, c'est un outil de transformation extraordinaire, le Vastu, vraiment. Quand vous avez, par exemple, ce qu'on appelle, vous savez, les salons cathédrales, vous avez des maisons comme ça qui ont des grands, comment on appelle ça, beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. En hauteur, avec un premier étage, avec les chambres au premier étage. Le challenge dans ces cas-là, c'est de retenir. J'ai fait des chalets, par exemple, à la montagne, avec tout est ouvert. Alors, plusieurs choses là-dedans, c'est que vous avez ce qu'on appelle les ondes de forme. C'est-à-dire que vous allez avoir des poutres. Si l'angle droit de la poutre est bien saillant et qui tombe sur le canapé, par exemple, ou des choses comme ça, c'est quand même des effets énergétiques assez agressifs sur la personne au bout d'un moment. Donc avec 2 cuivres, je vais aller annuler, si vous voulez, cet effet d'onde de forme un peu tranchante. Ça, c'est vraiment le seul problème. C'est juste si vous, par exemple, si vous aviez dans ce toit cathédral, j'ai vu récemment à Marseille une poutre qui finissait en flèche, et il y avait un canapé juste en dessous. Moi, j'essaye à chaque fois, j'ai pas du tout envie de rester là plus de 2 secondes. J'aime pas ça du tout. Donc après, on peut aller le raboter un peu et juste éviter la belle pointe là sur. Donc ça c'est des ondes de forme. Il y a ce qu'il y a, c'est que si vous avez des étages, et alors là j'avais le textbook, j'avais le livre d'école, c'était l'étage bien tout ouvert avec des rambardes bien tout ouvertes, des escaliers sans contre-marche avec quand même des panneaux mais en verre sur le côté, mais enfin il y a rien qui montait, avec difficulté on arrivait au premier étage déjà, donc ça faut contenir. Faut vraiment contenir, faut créer des murs, faut créer des coupures, faut contenir, Vous qui avez vécu à Los Angeles, on voit effectivement de temps en temps des maisons qui sont absolument improbables, qui sont évidemment très très belles, des maisons d'architectes, où la dominante est souvent les grandes baies vitrées. C'est ça. Voire même des baies vitrées et des baies où il n'y a plus de murs. Il n'y a plus de murs. Dans la maison. Ouais. Parce que les baies vitrées s'effacent. Donc on les ouvre comme ça et tout est grand ouvert. Et ce qui est génial, enfin moi j'adore au niveau visuel, c'est beau. Non, je le ferai pas, mais pourquoi pas? Parce que je peux en faire des murs énergétiques qui vont contenir l'énergie à l'intérieur de la maison. Parce que quand vous avez ça, plus la piscine qui est pas très très loin... C'est des cas classiques, j'en ai fait. Mais bien sûr, il y en a plein comme ça aux États-Unis. Je travaille 1 ou 2 fois par an, je vais en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, et j'ai beaucoup de clients qui ont fait toutes des maisons à la californienne, comme on dit, vraiment, ou Miami, ils appellent ça le style Miami ou californien. Et non seulement ils ont leur piscine qui sort, vous sortez, vous faites 3 marches, vous êtes dans l'eau, mais qui ont en plus la lagune à côté. On est bon là. On est bon. Mais j'aime bien, j'adore. Et alors, il y a un nouveau style aussi que vous avez peut-être vu, c'est que, j'ai vu ça cet été, sur la Côte d'Azur, vous avez notamment des résidences qui ont peut-être 3-4 étages, vous voyez, et ils changent les terrasses en mettant des gros plexis, comment on appelle ça, des plaques en verre. C'est-à-dire que le balcon n'est plus le balcon classique, soit en dur, soit en métal. Ah oui. C'est un plexi en verre. Oui. Alors ça, c'est pareil. Alors oui, mais que ce soit un plexi en verre ou que ce soit une balustrade ouverte,
Bon, c'est la même chose. C'est pas le verre qui va affecter, mais effectivement, dans le Vastu, on va parler de 5 corps, comme nous on a 5 corps, on a le corps physique, le corps de prana, le corps énergétique, le corps du prana, le corps mental, le corps astral, etc. Une maison, c'est pareil. Et quand vous allez voir sur le plan physique, c'est quel matériau vous allez choisir. Quand vous construisez, tous ces 5 plans, si on veut le faire au maximum du Vastu, ça va être qu'est-ce qu'on choisit. Évidemment, aujourd'hui, ce qui reste le plus élevé, on va dire, au niveau harmonieux, c'est la chaux. Bon, il y a des gens qui recommencent à se mettre à la chaux. Bon, mais au moins, dans les fondations, on devrait mettre une sacrée couche de chaux. Et déjà, là, on évite énormément de problèmes telluriques avec la maison. Après, vous allez avoir donc tous les matériaux. Vous avez du bois, du béton, ça a une incidence, bien entendu. Ça a une incidence énorme sur, le béton ciré sur la vibration. Hein, le béton ciré c'est pareil, le béton, il y a du métal dedans. Mais si vous voulez, le béton en forme de sol, moi, je trouve ça magnifique. C'est beau. Hein. C'est magnifique, on est d'accord. Oui, bien sûr. J'adore le look, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas bien. C'est pas ça, c'est que c'est une autre vibration. C'est une autre vibration. Mais à partir du moment où vous corrigez tout le reste, quand vous commencez à dépasser les 500 000 unités bovis en vibration ou le million, ce qui est souvent le cas en quittant une maison, on est des fois même à 5-6 millions d'unités bovis, vous perdez 300 parce que vous avez le sol en béton armé, ça va, on est déjà dans un temple, on est déjà dans quelque chose qui est plus haut que la cathédrale de Chartres. Donc, on commence à être pas mal chez soi, quoi. Vous savez, ce que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup, et d'ailleurs je suis bombardé de ça parce que les algorithmes ont vu que je regardais, donc évidemment maintenant vous avez tout, c'est ça. À chaque fois ils me remettent le truc. Ce sont les avant-après, c'est-à-dire les gens qui achètent vraiment des trucs improbables et qui vont, d'ailleurs il y a des émissions qui passent à la télé, on en voit régulièrement, et qui achètent des endroits, comment on appelle ça, abandonnés, des maisons où il reste rien, on est bien d'accord, des ruines, des ruines, et qui vont retaper ça extraordinairement, et qui doivent sans doute absolument pas se soucier du pourquoi, du comment, du vastu, du feng shui, ou des trucs comme ça, quoi. Pas du tout. Là, je me dis que ça doit être, si on devait prendre en considération les différents, d'abord l'énergie, les émotions, ou en tout cas ce que la pierre, les murs, les mémoires. J'ai fait des vieilles maisons costauds. Au niveau des mémoires, j'ai fait des maisons assez costauds, et une maison dans la Drôme où vraiment, moi, je peux arriver, vous me laissez, je passe la journée, je fais mon truc. Puis d'ailleurs, j'aime travailler en silence au départ, il faut que je ressente, etc. Là, c'était la seule fois depuis que je fais du Vastu, même. J'étais dans des endroits costauds en Afrique, mais là, dans la Drôme, j'ai dit aux gars, vous me laissez pas. Tant que j'ai pas fini de travailler dans le sous-sol, là, vous me laissez pas toute seule. Ah ouais. Oui. Ouais. Parce que il y avait des mémoires très fortes, il y avait des mémoires d'abus d'animaux, ça on retrouve souvent, et il y avait surtout encore beaucoup d'entités. Donc là, moi, ça me fait pas peur. Mais là, c'était costaud. Je me suis fait une petite frayeur quand même. Donc il y a des endroits qui sont... mais c'est jamais du mal, c'est quelque chose qui est en souffrance. Et qu'il faut libérer. Et qu'il faut libérer. Donc, je lui ai dit, là, tant que j'ai pas fini ce travail-là, vous éloignez pas trop de moi, là. Et puis bon, ça l'a fait rire, mais bon, après, ça s'est nettoyé, c'est parti, et ça se transforme, et c'est... c'est magique. Le mot, c'est pas magique, c'est un travail... Donc votre maison, elle est 100% Vastu, alors? Ma maison est 100% Vastu. Wow. Donc quand on rentre, on va se dire, qu'est-ce qu'on se sent bien. Oui, les gens se sentent bien. Sans doute. Et ce qui est très bien, ce que j'adore avec le Vastu aussi, et ça c'est qu'en fait, et c'est pour ça aussi, les gens qui travaillent sur les autres personnes, que ce soit des médecins, que ce soit des gens qui font de l'énergétique, des massages, je veux dire, ça devrait être essentiel qu'ils prennent soin de leur endroit de travail. Ça devrait être une obligation de ne pas traiter des gens dans un endroit qui est encore pollué. Parce que un des bienfaits du Vastu, c'est que une fois qu'on l'a nettoyé, s'il y a des gens qui viennent un peu pollués, ça se transmute dans un espace qui a été vastufié, entre guillemets. Vastufié. Je vais te vastufier ton espace. C'est ça, fais gaffe. Fais gaffe. Juste, pour terminer, c'est passionnant de vous entendre parce que vraiment, on se questionne et moi, je me suis dit, en vous écoutant, qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant ici ? Vous êtes dans l'impasse du coin. Vous êtes dans l'impasse. Exact. Donc, on sent quand même, rien que physiquement, il y a une constriction, il y a quelque chose qui se ferme
au niveau de mon cœur. Si je vous parle juste d'un niveau du ressenti. Vous vous êtes dit ça en arrivant, vous vous êtes dit oh. Je me suis pas dit, c'est du ressenti. Ça passe pas par la case mentale. Donc je rentre et tout de suite je vois, ah oui, c'est vrai. Bon, alors là, ah oui, je suis dans une impasse, d'accord. Et là, le studio est au fond du studio, d'accord, au fond de l'impasse. Donc on n'a pas, si vous voulez, après je peux faire fi de tout, hein, on n'a pas cette impression de, quand on arrive... D'ouverture. C'est vrai. D'accord. Donc c'est à ce niveau-là, bon, maintenant, moi qui suis très sensible à toutes ces énergies, je le ressens très fort. Bon, après, je suis venue pour faire cette interview, je suis ravie d'être là, je suis bien. Je pense qu'il y a un petit truc tellurique qui se passe ici, oui. Ouais. Mais après, voilà, on peut en discuter, on peut faire quelque chose. Bien sûr. Mais effectivement, ça serait sympa de faire arriver l'énergie jusqu'ici. C'est un peu... Ouais. Je suis d'accord avec vous. J'aurais qu'on termine, parce que c'est passionnant, les temples. Ouais. Ça, c'est les temples Vastu. Ah bah complètement. Et puis ça, c'est en plus un temple du Tamil Nadu, c'est complètement Vastu. Ça, c'est Vastu. Mais tous en Inde, tous les temples, mais nos cathédrales, je veux dire, on n'a pas besoin que d'aller en Inde. Et puis, on a les ouvertures nord, sud, est, ouest, parce que chacun correspond à une énergie qu'on a besoin de ressentir, d'harmoniser, en fait, avant d'aller rencontrer Dieu à l'intérieur. Hein, c'est vraiment... Alors, là où j'ai halluciné, c'est que le Taj Mahal, il n'est pas Vastu. Pas du tout. Mais le Taj Mahal, il n'y a aucune énergie là-dedans. Moi, je suis allée au Taj Mahal. En fait, bon, je vais dire quelque chose qui va probablement choquer beaucoup de gens. Que ce soit le Taj Mahal ou que ce soit le Vatican, j'avais qu'une envie, c'était de sortir, mais en courant. En courant. Ça, là, c'est très vide, énergétiquement. C'est très vide. Alors, c'est de l'amour romantique, c'est fait... mais c'est étonnant. C'est sublimement Comment beau. ils ont pu construire ça avec vraiment les normes et le respect du Vastu? Mais ça, c'est fait par des anciens bâtisseurs. Dans les normes du Vastu, ça c'est fait par un empereur, enfin un Maharaja, pour l'amour de sa vie, qu'il a perdu. C'est complètement un but différent. C'était pas pour expérimenter Dieu à l'intérieur de vous-même. Le temple, il est fait vraiment dans les règles de l'art du Vastu Shastra pour expérimenter Dieu à l'intérieur de vous, pour vous amener à tourner le regard à l'intérieur. Celui-là. Ça, c'est une ode, oui. Voilà. Ouais. L'autre, c'est une ode, c'est un bâtiment qui n'est pas du tout spirituel, qui est absolument, mais magnifique. Moi, il me transporte par sa beauté. Et ça, c'est bien souvent ce qui nous arrive. On est transporté par la beauté de quelque chose. Mais, enfin, en tout cas, moi, je me laisse encore transporter par la beauté de quelque chose, que ce soit une création de l'homme ou de la nature, évidemment. Mais il n'y a absolument rien. Et c'est comme quand je suis arrivée, excusez-moi, dans la chapelle Sistine. Alors là, c'est au niveau complètement éthérique. Je suis partie en courant. Une horreur. Il fallait que je quitte le Vatican en courant. La cathédrale de Chartres? Elle est connue pour. Hein. Elle est connue pour. Son potentiel énergétique. Alors, je dis ce que je ressens. Après, on me critiquera, peu importe. C'est mon ressenti. Alors, dans le labyrinthe, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Dans le reste de la cathédrale, j'ai absolument rien ressenti. Mais dans le labyrinthe, c'est indéniable. Le fameux centre, là? Oui, c'est indéniable que dans ce labyrinthe, il y a quelque chose qui se passe. Le reste, par contre, il y a eu des fois où je suis rentrée dans une petite chapelle, et là, explosion du cœur, etc. Je ressens absolument rien à Notre-Dame. Hein. Mais parce que c'est spécifique à vous? Je pense que c'est aussi au niveau de l'énergie. Non, j'aime bien, au contraire. Moi, je vais à la rencontre de ces lieux pour ressentir l'énergie. Je pense que l'énergie, c'est l'énergie. Après, en même temps, je vais faire un Vastu. Il y a des gens qui vont absolument rien ressentir parce qu'ils sont pas sensibles à l'énergie. Et puis, j'ai eu des gens qui n'étaient pas du tout ouverts au Vastu, mais qui l'ont fait, pas pour des raisons spirituelles, mais qui l'ont fait pour des raisons où ils avaient envie de faire que leur maison soit bien, ou leur business, de faire que ça marche mieux, qu'il y ait plus de clients qui rentrent, etc. C'est devenu des gens, quand même, ah ouais. Puis il y a des gens qui ressentent très fort, et dès que je pose un marbre, qu'est-ce que vous avez fait en debout, qu'est-ce que vous avez fait, mais alors là, vous voyez, donc, et les animaux, c'est incroyable, les animaux sont d'une sensibilité. Moi, j'ai des chats qui se sont jetés dans mes bras après avoir fait un Vastu, parce que les chats, les anciens le savaient très bien. Moi, j'ai combien de fermiers
achetaient un nouveau terrain, faisaient venir leurs bêtes sur le terrain et ils observaient pendant quelques jours. Là où les bêtes n'allaient pas, c'était là où il fallait pas construire. À part les chats. Les chats vont compenser pour l'humain. C'est-à-dire que s'il y a un problème, le chat, il va aller se mettre dessus pour pas que ça affecte son humain. Tous les autres animaux, il faut regarder les chiens, là où ils vont pas, il faut pas y aller. Mais c'est assez extraordinaire. Et un chat, j'ai l'impression que quand je vais faire et qu'il y a des chats, c'est comme si j'avais toujours... Alors ça, il y a des chats qui m'ignorent royalement pendant tout mon travail, où il y a des chats qui vont me suivre comme inspecteur des travaux finis, là, où ils me viennent. Et c'est très intéressant. Mais le chat, et les gens me disent souvent, après le Vastu, ils se sont plus du tout installés au même endroit. Mais où ils sont, je vais directement avec mes baguettes, il y a un nœud tellurique là. Il y a un nœud ou une cheminée, ou il y a un truc, ou une veine d'eau, ils compensent pour l'humain. C'est assez extraordinaire. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance ? À distance, non. Je suis obligée. Alors, faut venir. Je suis obligée, je dois poser. C'est vraiment physique, c'est quelque chose de physique. Et du coup, je voyage pas mal. Parce que du coup, oui, vous ne pouvez pas travailler sur plan, vous pouvez pas travailler... Je fais un devis sur plan. Je vais commencer, je vais faire une première étude, je vais regarder, je vais aller sur Géoportail, Carto Radio, pour voir les antennes relais à proximité. Il faut que j'étudie votre environnement, parce que vous habitez à côté d'une église, un temple, un cimetière, ça a un effet profond sur la maison. Bien sûr. Profond. Donc, dans certains cas, il faut corriger. Faut... Si vous habitez sur une île, c'est magnifique. la vie est belle. Le petit cabanon rond sur une île, la vie est belle. Faut pas dramatiser, tout est corrigeable. Oui, bien sûr. Mais c'est un outil, et c'est un outil très puissant. Vraiment, ça augmente très vite l'évolution spirituelle d'une personne. Absolument indéniable. C'est un outil extraordinaire, le Vastu. Vraiment. Bravo. Merci. Je sais que ça va susciter beaucoup de réactions, beaucoup d'envie, en tout cas, d'harmoniser nos lieux. Et c'est valable, évidemment, pour une entreprise, c'est valable pour une usine, un particulier, une usine. Un hôtel. Un hôtel, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis, moi, je trouve que c'est... D'abord, ça, je pense que ça se sent, j'adore ce que je fais. Oui, bien sûr. Et puis, vous maîtrisez le sujet, clairement, ça se sent. Et puis surtout, il y a... Le potentiel est infini. Et puis... c'est pas, je veux dire aussi, je veux mettre en garde, c'est pas un miracle. C'est comme vous allez faire du yoga, en 3 jours, vous n'allez pas vous sentir super bien. Ce qui est très important à savoir, c'est que comme on va monter la vibration de la maison, nous, on a intérêt à monter la vibration. Et en chemin, pour que cette vibration s'ajuste à la nouvelle vibration de la maison, ce qui n'est pas totalement d'accord avec nous, ça va venir nous chercher. Ça va faire comme un miroir qui vient nous dire, là, il y a un petit ajustement à faire. Donc il y a des moments d'inconfort. J'ai eu des gens qui n'étaient pas forcément contents après parce que leur chaudière est tombée en panne, le planneau électrique a pété. Mais quand ils regardaient, c'était des choses où ils avaient eu beaucoup d'avertissements qu'il était temps de s'en occuper. C'est ça. Et ça n'a fait qu'accélérer les choses. Ça n'a fait qu'accélérer. J'ai des gens qui ont divorcé après un Vastu. Mais ils ont divorcé maintenant. En perspective, ils me disent ça nous tombait au nez. Sauf qu'au lieu d'arriver 10 ans plus tard, ça a été accéléré. Ils ont divorcé 1 an après. Donc, il y a... Et à l'inverse, ils peuvent... Et à l'inverse, ils peuvent se réconcilier. À l'inverse, il y a des gens qui ne s'entendaient plus très bien. Terminons sur une note positive. Quand même. Ça peut être positif aussi de se séparer. Non, mais c'est vrai. Et de gagner 10 ans de sa vie. Ça dépend de là où on vient. C'est vrai. Ambou. Oui. Merci. Avec grand plaisir. Merci infiniment, passionnant, commenté. On va vous mettre les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Ambou et que vous prenez le temps de scruter un peu votre environnement et voir de quelle manière vous pouvez sans doute améliorer les choses. Parce que parfois, moi j'ai entendu dire que notamment quand on a un bureau dans une maison ou un appartement, en changeant certaines choses, l'énergie qui se dégage de ce bureau va avoir un tel rayonnement sur l'entreprise en question que ça peut changer beaucoup de choses. Mais bien sûr. L'abondance, ça s'attire. L'abondance, ça se travaille, ça s'attire. Comme les relations, ça se travaille. Et effectivement, un bureau dans une maison, il n'y a aucun souci. Ou un cabinet de bien-être ou de massage, il n'y a aucun souci. Peut-être de temps en temps, c'est une énergie un peu à booster particulièrement dans cet espace pour... on va mettre beaucoup plus de dynamisme dans un bureau que dans une maison. Ça s'affecte un peu. Mais bien sûr, ça peut changer la donne.
Merci infiniment. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez. Et puis nous, on va se retrouver. Bon retour. Alors, vous redescendez dans le sud? Non, je vais en Normandie pour du Vastou. Pour du Vastou, justement. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.